Rebonjour, je vais continuer mes petites capsules sur l'explication de la relativité générale. Cette fois, Albert, dans ses laboratoires, va remplacer les horloges lumineuses par une lampe de poche. Il va aller, encore toujours le même principe, il va aller voir avec sa pensée qu'est-ce qui se passe dans le laboratoire qui est dans le cosmos, où il n'y a aucune gravitation, et il va éclairer, l'observateur qui est à l'intérieur va éclairer le mur en face de lui du laboratoire du cosmos, et il va demander à le petit ange de accélérer le laboratoire d'une accélération A vers le haut. Que se passe-t-il? Albert réalise que le rayon lumineux dans le laboratoire du cosmos va s'incurver vers le bas. Ça, c'est une constatation. Et ceci est vrai, c'est véridique, c'est comme ça que ça se passe. Et en vertu de son fameux principe d'équivalence, il va revenir sur la Terre, dans son petit laboratoire terrestre qui est immobile sur la Terre, et si j'éclaire le mur, l'observateur éclaire le mur en face de lui, le rayon va s'incurver vers le bas. Mais ça, c'est très, très infime. On ne peut pas voir ça à l'œil nu, là. Mais, en réalité, c'est ça qui se passe. Que, dans le laboratoire céleste, le fait d'accélérer le laboratoire suivant A vers le haut, va faire que le rayon lumineux va s'incurver vers le bas. Et en vertu du principe d'équivalence d'Albert Einstein, si je m'en vais dans le laboratoire sur la Terre qui est immobile, le rayon va s'incurver vers le bas dû à la gravitation. Et là, Albert est rendu loin, là. Et il n'y a qu'un pas à franchir pour lui pour se rapporter au Soleil. La Terre, c'est une affaire, c'est une insignifiance par rapport au Soleil, là. Lui, il a déterminé, il a dit que les rayons lumineux qui passeront près du Soleil, je les ai mis ici, là, voyez-vous, vont s'incurver. Autrement dit, la masse du Soleil va courber l'espace-temps. Et c'est pourquoi que depuis ce temps, depuis la relativité générale du grand Albert, on sait que l'on vit dans un espace-temps courbé. Si vous regardez le Soleil qui est ici, là, ça c'est le treillis de l'espace-temps, mais en réalité, c'est pas tout à fait comme ça, parce que la courbature de l'espace-temps, c'est à 3 dimensions, c'est dans l'espace. La gravitation agit partout. Mais on peut pas, c'est trop difficile de se représenter ça dans 3 dimensions. C'est comme un genre de, si vous voulez, de jello là, qui arrête des formations tout le tour. Mais comme ça, c'est plus compréhensible. On voit le treillis de l'espace-temps, là. À ce moment-là, les grosses masses, les petites masses, là, courbent le Soleil. Les masses comme le Soleil vont courber l'espace. Et tous les masses vont faire la même chose. Et ceci prouve que nous vivons dans un espace-temps courbé. Donc, dans l'univers, la ligne droite n'existe pas à cause de la gravitation. Et de plus, Albert avait réussi avec sa théorie de la... Là, je vous ai expliqué comment est-ce qu'Albert avait fait pour concocter la relativité générale, mais ça, c'est une infime partie de la relativité, parce qu'il y a tout un système d'équations derrière de ça, là. Mais vu qu'Albert était un physicien, c'était pas un mathématicien, il s'est fait aider par son bon ami Marcel Grossman, et je crois aussi Michel Bessot. Ça, je ne suis pas sûr, là. Il me semble que je l'ai lu quelque part, mais je ne suis pas sûr. Mais Marcel Grossman, je suis sûr que c'est lui qui a intégré, il a développé les tenseurs pour que la relativité générale puisse fonctionner correctement là, en rapport avec le cosmos. Et Albert avait calculé, je crois en 1916, la déviation d'une étoile passant du signal lumineux en provenance d'une étoile passant près du Soleil. Il avait calculé la déviation, l'arc de cercle, l'arc le degré de déviation qu'il aurait avec sa relativité générale. Et en 1919, c'est là qu'il est devenu une sommité mondiale, parce que en vérifiant avec les télescopes à cette époque, l'expérience avait été faite, là, ils sont aperçus que les théories d'Albert Einstein, que la relativité générale était correcte, parce que il y a une langue
que les télescopes avaient déterminé était exactement à l'angle. Il y avait une petite différence, mais presque pas, là, qu'Albert avait calculé que sa relativité générale. C'est pour ça qu'Albert est devenu une sommité là, à partir des années 20. Et c'est comme ça qu'Albert a concocté la relativité générale. Là. Et en terminant, je voudrais faire un petit résumé. Son fameux principe d'équivalence, que ça lui a pris énormément de temps avant de le trouver, là. Mais quand il a eu trouvé le principe d'équivalence, et qu'il a eu dit que ce principe-là s'applique à tous les phénomènes physiques qu'il y a dans l'univers, il est passé aux horloges lumineuses avec ses petits laboratoires, et ensuite de ça, aux rayons lumineux, avec une lampe de poche dans ses laboratoires, dans le cosmos, et le laboratoire fixe sur la Terre, et il n'y avait qu'un pas à franchir pour le Soleil, la Terre au Soleil, en disant que il y aurait un décalage gravitationnel de la lumière. Autrement dit, le décalage se ferait vers le rouge et que le rayon lumineux serait courbé. Et c'est de là qu'il en avait déduit que nous vivons dans un espace-temps courbé. Et en plus de ça, il a réussi à calculer la déviation de cette étoile qui passait, du rayon lumineux de l'étoile qui passait proche du Soleil. C'est de là qu'il est devenu une sommité mondiale. Et comme on voit, la relativité générale d'Albert Einstein, c'est le chef-d'œuvre de la pensée humaine, là, du point de vue théorie physique qu'il y a eu depuis le début de l'homme. Là. Ça, c'est le chef-d'œuvre de la pensée humaine, la relativité générale du grand Albert Einstein. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.